Alors, la conférence que tu vas donner, Chloé, porte sur les nouvelles phytotechnologies 2021-2022, ça promet. Alors, je vous présente donc Chloé. Elle est docteure en sciences biologiques et actuellement présidente de la Société québécoise de phytotechnologie. Elle a développé une expertise de recherche en biologie végétale et plus spécifiquement dans le traitement des eaux usées par marais filtrants. Elle a un intérêt marqué pour les phytotechnologies et le développement durable des communautés. Elle travaille aujourd'hui chez Québec vert afin d'accélérer le déploiement des infrastructures végétalisées au Québec, particulièrement dans les municipalités. Alors, à toi la parole, Chloé. Merci, Albert. Rebonjour. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas eu. Donc, effectivement, je vais vous parler aujourd'hui des nouvelles phytotechnologiques, juste pour faire un rappel pour ceux qui s'en souviennent peut-être par les années passées. C'est une chronique que, généralement, c'était Lise Gobeil, qui est ancienne administratrice, qui nous faisait on l'appelait le bulletin de nouvelles phytotechnologiques. Donc, souvent, on profite de cette occasion-là pour présenter des projets qui ont eu lieu récemment. Donc là, cette année, ça va être un peu la même chose. Ça va être un peu en rafale, donc je vais vous présenter plusieurs informations. J'espère que vous avez vos calepins papier ou virtuels pour prendre plein de notes. Puis j'ai changé la formule un petit peu cette année, donc je vais vous présenter, oui, des projets qui se sont réalisés, mais aussi d'autres types d'informations qui sont intéressantes, qui sont des nouveautés qui se sont passées dans le monde phytotechnologique au cours de la dernière année. Donc, je commence par quelques publications qui sont particulièrement intéressantes, je trouve. Donc, par exemple, celle-ci, qui est une publication de Green Roof for Healthy Cities, en partenariat avec d'autres associations, et qui vient vraiment faire une revue très exhaustive non seulement des bienfaits associés au toit vert, mais vraiment de quantifier les bénéfices au niveau de la réduction des besoins énergétiques, les effets sur le climat, etc. Donc, une ressource qui pourrait être fort intéressante pour plusieurs personnes, je crois. Ensuite, j'en ai une autre aussi qui est, c'est en anglais toujours, mais c'est plus près de nous, donc en Ontario, le Green Infrastructure Ontario Coalition, qui a publié récemment, donc ils ont publié plusieurs documents, notamment à l'intention des municipalités, pour les aider à mieux intégrer ou leur donner des façons d'intégrer les infrastructures vertes dans leur planification territoriale. Et pour eux, ça passe beaucoup par la gestion des actifs. Donc, vous êtes peut-être familier avec ce terme-là. Et donc, leur plus récente publication parle justement de comment intégrer les infrastructures végétalisées dans la planification des actifs, donc la gestion des actifs, pour venir rationaliser les investissements et favoriser la planification de nouveaux projets. Donc, une autre source très intéressante. Et sinon, je tenais à vous présenter quelque chose que j'ai trouvé qui était très intéressant, qui s'est fait en France dans les dernières années, puis qui semble susciter de l'intérêt. J'ai même vu quelqu'un qui commençait un projet de recherche à l'UQAM sur ce sujet-là, et je trouvais ça particulièrement intéressant. Donc, ils appellent ça les murs biodiversitaires. C'est vraiment les murs végétalisés ou les façades végétalisées 2.0. Donc, façades végétalisées qui sont généralement dans la forme la plus simple des plantes grimpantes sur une façade. Mais là, dans cette étude-là, ils se sont vraiment intéressés aux matériaux inertes qui composent les façades et à voir de quelle façon elles pourraient être modifiées. Donc là, vous voyez, par exemple, sur les photos, je ne sais pas si c'est clair, mais ils testaient différents types de briques et d'assemblage de matériaux inertes qui ont une composition puis une forme qui permet, qui optimise l'implantation des végétaux. Donc, c'est vraiment, on est loin de la peur qu'ont certaines personnes que les végétaux abîment leurs façades. Au contraire, on veut favoriser l'établissement des plantes dans les façades. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant. Puis, il y a de beaux résultats qui ont été publiés par rapport à ça. Donc, voilà. Sinon, plus proche de nous au Québec, ça je le mentionne très rapidement, mais pour ceux qui ne le savent pas, maintenant, à chaque année, Québec vert, en partenariat avec la SQP, publie son guide de l'acheteur, généralement au mois de novembre. Et ce qui est super intéressant pour vous, c'est qu'il y a une section qui est dédiée aux phytotechnologies. Donc, c'est carrément un bottin d'entreprises, d'organismes qui œuvrent en phytotechnologie, de la conception à la réalisation, à la production de végétaux, aux fournisseurs de matériaux. Donc, je vous invite fortement à consulter ce document-là si vous ne l'avez pas encore fait. Et pour ceux qui auraient, par exemple, des entreprises ou qui souhaiteraient s'afficher dans ce bottin-là, c'est possible de le faire justement en novembre prochain pour la prochaine édition. Donc, voilà. Ensuite, un petit peu de nouvelles de ce qui se passe au niveau de la recherche dans les phytotechnologies. Il y en a évidemment beaucoup, donc je ne peux pas vous parler de tout, mais je vous parle d'un projet en particulier que je trouve super intéressant qui est mis en place à l'INRS, donc au Centre Eau-Terre Environnement. Certains d'entre vous le savent peut-être, il y a une structure vraiment unique au Centre Eau-Terre Environnement qui est un canal hydraulique qui permet de simuler des vagues, des marées, des processus hydrauliques, bref.
Et donc, à partir de maintenant, il y a de nouveaux chercheurs qui vont utiliser le canal hydraulique pour faire des tests au niveau de la stabilisation des berges par les plantes. Donc, c'est quelque chose qui est très connu maintenant au Québec, la stabilisation des berges par les plantes, mais on a encore peu de données scientifiques sur la résistance comme telle de ces ouvrages-là. Alors, je crois que de belles choses pourraient sortir de ces nouveaux projets de recherche-là. Ensuite, une autre publication que je trouvais intéressante de mentionner, j'ai été très agréablement surprise de voir ce document-là sortir parce que ce qu'on se rend compte dans la pratique, quand on souhaite implanter des infrastructures végétalisées, des phytotechnologies, souvent on se heurte à des problèmes de réglementation. Donc, soit de la réglementation qui empêche de faire des aménagements ou vient freiner un petit peu, ou tout simplement ne le mentionne pas, ne l'encadre pas. Donc, on a l'Union des municipalités du Québec qui a sorti, donc je crois le 28 mars dernier, tout récemment, un guide sur comment intégrer, bien, en fait, c'est pas exclusivement sur les infrastructures végétalisées, mais ça en parle énormément. Donc, comment les intégrer dans la révision, par exemple, des règlements d'urbanisme. Alors, je vous donne un exemple ici. On a une section complète sur l'aménagement du stationnement et on voit qu'effectivement, on donne des exemples de réglementation par rapport à la gestion des eaux pluviales qui inclut évidemment le recours à des techniques végétales comme la biorétention, par exemple. Maintenant, plutôt au niveau des initiatives. Donc, on a l'initiative Ville-Éponge. J'en parlerai pas beaucoup parce qu'on a une conférence là-dessus aujourd'hui, mais ça a été fait en 2020, mais en 2021, Ville-Éponge a mis en ligne son site Web et vous avez vraiment une foule d'informations sur la gestion des eaux pluviales que vous pouvez aller trouver sur ce site-là. Il y a une carte interactive d'initiatives québécoises, des boîtes à outils, des répertoires d'experts, etc. Donc, une autre belle initiative qui vous permet donc d'aller chercher plus d'informations sur les phytotechnologies pour la gestion des eaux pluviales. Bon, là, je prêche un peu pour ma paroisse, mais donc, chez Québec vert, on a réalisé un ouvrage qui a été publié en février dernier. Je trouvais intéressant de le mentionner également. Donc, toujours dans l'optique de faire connaître les projets qui se sont faits au Québec. Donc, on a mis sur pied un inventaire de projets qui n'est absolument pas complet, mais donc, on a diffusé une première édition qui regroupe plus de 500 infrastructures végétalisées qui ont été réalisées dans les municipalités du Québec. Donc, 5 types de phytotechnologies, puis on a pu extraire certaines données, comme par exemple, vous voyez ici sur le graphique l'évolution du nombre de projets qui se font dans les années depuis le début des années 2000. Donc, on voit que c'est vraiment exponentiel. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a certains des projets, 15 pour l'instant, qui sont accompagnés de fiches de projet. Donc, on est allé vraiment documenter chaque projet au mieux des compétences soit de la municipalité ou de l'expert qui a réalisé l'aménagement. Donc, tant au niveau des coûts, de la gestion qui est impliquée dans la conception, que les listes de végétaux utilisés, le suivi qui est fait, l'étude de performance, etc. Donc, une belle ressource, je crois, à consulter. Maintenant, si on passe un peu plus du côté projet, donc qu'est-ce qui s'est réalisé? Je mentionne l'attestation des stationnements éco-responsables, que vous connaissez peut-être certains d'entre vous, initiée par le Conseil régional de l'environnement de Montréal, mais qui est maintenant à travers la province. Donc ça date pas de cette année. Par contre, je vous présente les attestations qui ont été émises en 2021. Donc, on a la ville de Boucherville qui a eu le prix Excellence, l'attestation Excellence, la ville de Victoriaville pour son stationnement avec le prix Performance et la ville de Brossard qui a le prix Mérite. Donc, de beaux stationnements écologiques qui utilisent évidemment les végétaux, que ce soit pour la lutte aux îlots de chaleur ou la gestion des eaux pluviales. Ça va, je ne vais pas trop vite? Vous arrivez à prendre des notes? Maintenant, un autre projet que je trouve intéressant de mentionner, donc le toit végétalisé qui va être installé cet été sur l'édicule de la station de métro du Mont-Royal. Et c'est intéressant parce que c'est en continuité donc des travaux que fait la STM. C'est pas le premier toit vert de la STM, mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est surtout pas le dernier. À partir de maintenant, de ce que j'ai compris, pratiquement toutes les nouvelles édicules qui vont être construites, notamment celles sur sur le prolongement de la ligne bleue, vont comporter des toitures végétalisées. Alors, fort intéressant comme initiative. Ensuite, un aménagement assez particulier ici. Oui, j'allais même pas faire une joke sur le nom. Alors, on va pas aller là. Mais ce qui est intéressant ici, c'est pas le nom, là, même si, bon, ça peut attirer l'attention, c'est vraiment la phytotechnologie. Donc, ceux d'entre vous qui connaissez le génie végétal, la stabilisation de berges, bien, vous vous doutez un peu qu'est-ce que c'est. Mais donc, les branches rouges, bien, le rouge que vous voyez, ce sont plein de branches de cornouiller qui sont évidemment positionnées de façon à ce que, avec la reproduction végétative, ils vont s'enraciner dans le sol et stabiliser la berge. Ce qui est particulier ici, c'est qu'on est dans un canal de drainage agricole, puis on est venu reprofiler
canal en faisant 2 paliers, ce qui a pour effet de diminuer les forces érosives, d'augmenter le temps de résidence de l'eau et donc ça pourrait également améliorer la capacité de traitement de ces eaux-là, en plus de, évidemment, réduire l'érosion des terres agricoles adjacentes. Donc, super beau projet qui a été mis en place. J'ai bien hâte de voir ce qui va ressortir de tout ça. C'est bon, on a passé par-dessus le nom. On passe à autre chose. La revitalisation du lac Ossisco, donc je sais que c'est un projet qui a été quand même assez médiatisé, qui a d'ailleurs gagné un prix, je crois, de la Fondation David Suzuki. Mais donc, une des choses qui a été mise en place pour la revitalisation du lac, donc à Rouyn-Noranda, c'est l'installation d'îlots flottants. Donc, ce sont des marais filtrants, mais flottants, qui vont avoir pour effet d'améliorer la qualité de l'eau. On espère qu'ils vont intercepter, par exemple, la matière organique, un peu de phosphore dissous dans l'eau. Et donc, c'est une belle expérimentation. On est encore un peu, je dirais pas frileux, mais c'est pas encore très fréquent l'utilisation des marais flottants au Québec. Donc, c'est toujours intéressant de voir de nouvelles initiatives en ce sens-là. Et on a bien hâte de voir ce qui va en découler. Ici, c'est un peu trivial, mais je pense que c'est intéressant de mentionner que le ministère des Transports poursuit ses essais avec l'implantation de haies-brisements en abord des infrastructures routières. En 2021, ce que j'ai pu trouver, c'est qu'il y avait eu des aménagements, notamment le long de la 40, sur une grande portion, en fait, de Repentigny à Lanoret, je crois, ou peut-être l'Assomption, donc différents tronçons. Et c'était vraiment intéressant parce que cet hiver, en février, je revenais avec Catherine de Trois-Rivières où on a fait notre planification stratégique et c'était absolument incroyable de voir, il y avait de la neige et du vent. Et il y avait des sections où il y avait des arbres, c'était pas nécessairement des brise-vents, mais des arbres très bien établis et c'était flagrant la différence. Donc, les zones où il y avait des arbres, il n'y avait aucune neige sur la chaussée et hop, on passait à une petite zone de champ où il n'y avait aucun arbre et c'était complètement envahi par la poudrerie. Donc, vraiment, ça montre tout le potentiel de ces aménagements-là. Puis, donc, c'est intéressant de voir que le ministère du Transport continue ses travaux en ce sens. Gestion des eaux pluviales au secteur du lac Saint-Charles. Peut-être certains d'entre vous êtes au courant, mais il y a déjà beaucoup d'actions qui se font depuis plusieurs années dans ce secteur-là pour la gestion des eaux pluviales. Et donc, je mentionne simplement que les travaux se poursuivent cet été. De ce que j'ai compris, il y a 4 nouvelles rues, entre autres, qui vont recevoir de nouveaux aménagements, qui sont quand même assez novateurs, dans le sens où c'est pas typiquement ce qu'on va tendre à faire en termes de biorétention sur route. Donc, on vient vraiment utiliser l'emprise routière qui appartient à la ville pour implanter des noues végétalisées. Donc, dans le fond, c'est pratiquement sur le terrain des gens. Donc, ça nécessite très peu d'intervention. On n'a pas besoin d'ouvrir la route, de refaire la route, quoi que ce soit. On fait juste venir vraiment aménager des fosses végétalisées et diriger les eaux de pluie à cet endroit-là. Pavillon Floréa, je trouvais ça intéressant. C'est le nouveau chalet du parc Charbonneau à la ville de Rosemère. Donc, c'est dans la lignée des nouvelles constructions. On veut des bâtiments qui sont plus éco-responsables, qui donnent une image. Tu sais, c'est l'image du parc, c'est l'image de la ville. Puis, on voit que très naturellement, ces nouveaux bâtiments-là sont souvent accompagnés de phytotechnologie. Dans ce cas-ci, ben, c'est une bonne partie du pavillon dont la toiture est végétalisée. Et tout naturellement, il y a des biorétentions un peu partout sur le site qui permettent de gérer les eaux pluviales. Alors, je crois que ce sont les bâtiments du futur, ou du moins dans le domaine public. Alors, je trouve intéressant de mentionner cet exemple-là. Jardin pluvieux de démonstration, ça, je trouve ça intéressant aussi. On voit la biorétention qui est de plus en plus normalisée, qui est de plus en plus utilisée, mais n'en demeure pas moins que de petits aménagements comme des jardins pluviaux ont un grand potentiel de démonstration, puis ça peut permettre aussi à des municipalités qui sont peut-être hésitantes ou qui sentent qu'ils n'ont peut-être pas les connaissances ou l'expertise pour implanter de la biorétention, mais c'est vraiment de belles initiatives pour amorcer la démarche, se faire une expérience et tester les choses. Donc, c'est ce qui a été mis en place par le Conseil régional de l'environnement du Saguenay-Lac-Saint-Jean avec les organismes de bassin versant et la Société de gestion environnementale. Donc, il y a 5 jardins pluviales qui ont été réalisés cette année, 5 autres qui le seront l'année prochaine. Et donc, c'est pour sensibiliser les municipalités et les citoyens à ce type d'ouvrage-là. Finalement, donc un autre bel exemple de stationnement écologique. Donc, s'il y a des gens qui travaillent pour le CRE Montréal, là, un autre beau stationnement qui pourrait être attesté dans le futur, la ville de Mascouche, qui a réalisé un beau stationnement écologique, donc incluant à la fois plantation et îlots de biorétention. Le marais effluent nul, que certains d'entre vous avez visité ce midi. Donc, encore une fois, ce qui est intéressant avec celui-là, c'est que c'est le premier projet pilote de cette technologie-là au Québec. Donc, ça va vraiment être l'opportunité. L'année passée, les plantes étaient en établissement. Cet été, elles devraient vraiment être
plus performantes, plus à maturité. Donc, c'est vraiment cet été qu'on va pouvoir mesurer les performances de ce type de technologie-là. Alors, voilà, si jamais vous voulez plus d'informations là-dessus, ça me fera plaisir de vous en parler. Puis pour terminer, je voulais vous présenter les 4 projets qui sont candidats pour le prix d'excellence SQP 2022. Donc, encore une fois, Albert l'a mentionné rapidement tantôt, mais je le réitère. Chacun de ces projets-là a une affiche qui est dans le corridor au 3e étage. Donc, pendant la pause café, vous pouvez aller regarder les affiches et voir toutes les informations des projets. Mais donc, on a le projet de Carbone Riverain, la ferme du Ruisseau Fleuri par Arbre Révolution, qui est un programme de bande riveraine élargie. Par contre, il y a une nouveauté vraiment intéressante, c'est la combinaison avec un programme de compensation carbone. Donc, on est venu vraiment normer le processus et on peut vendre donc des émissions, des captations de carbone, donc des crédits carbone, sur la base des aménagements qui sont réalisés. Voilà. Ensuite, on a encore une fois quelque chose que certains d'entre vous auront pu visiter ce midi, donc la zone sur la maîtrise des plantes envahissantes qui a été réalisée par le Jardin botanique à la Maison de l'Arbre Frédéric Bach, dans le Jardin botanique. Donc, ça inclut plusieurs phytotechnologies, mais notamment la végétalisation de la bande riveraine et l'ajout ici également d'îlots flottants qui ont différentes façons d'opérer et qui, de diverses façons, pourront freiner l'établissement d'espèces exotiques envahissantes. Ensuite, le 3e candidat, qui est Rameau, qui nous présente une nouvelle technologie, donc encore une fois, une belle innovation qui est très peu utilisée au Québec, voire pas du tout, soit l'utilisation de plantations filtrantes de sol pour traiter des eaux contaminées, dans ce cas-ci des lixivias de sites d'enfouissement. Donc, ça combine le marais filtrant et la phytorémédiation, le meilleur des deux mondes, pour traiter des volumes d'eau contaminés importants. Et c'est un bel exemple de partenariat industriel également. Et pour terminer, les saillies drainantes végétalisées qui ont été réalisées dans l'arrondissement Rosemont-la-Petite-Patrie. Donc, même chose, une belle combinaison d'opportunités. Les saillies végétalisées qui sont très, très fréquentes dans la plupart des municipalités d'une certaine taille, qu'on vient aménager de sorte à ce que l'eau de pluie puisse s'y infiltrer et être donc soit absorbée par les plantes ou infiltrée dans le sol, et qui donc associe la biorétention à la plantation de végétaux en milieu minéralisé. Alors, ça fait le tour de ce que je voulais vous présenter en rafale aujourd'hui. Merci beaucoup.